Bonjour, aujourd'hui nous mettons le cap sur Tahiti, place à l'exotisme en quelque sorte, avec Richard, le propriétaire d'un Dufour 56, et Stéphane Vilsault, directeur commercial du Four. La première question que j'ai envie de vous poser, en fait, pourquoi partir en fait faire le tour du monde avec un voilier de cette taille-là, un 56, c'est quand même pas non plus anodin. Alors le choix d'un grand bateau est très ancien puisqu'on a commencé il y a 25 ans à faire une copropriété de gens qui avaient tous une activité professionnelle pour faire un tour du monde par étapes puisqu'on devait exercer notre activité professionnelle à plein temps. Il fallait une copropriété assez large, donc on a commencé avec un nombre fluctuant de copropriétaires. Maintenant, nous sommes arrêtés à 6 copropriétaires, 3 copropriétaires français et 3 copropriétaires américains, pour que l'ensemble de ces personnes puissent naviguer ensemble. Si elles le souhaitent, elles ont toutes des familles, il nous fallait un grand bateau. D'autre part, pour des raisons de confort et d'âge, j'aime mieux naviguer maintenant sur un grand bateau très confortable que sur un bateau petit. J'ai toujours eu des bateaux assez grands. Donc le choix du grand bateau sera un choix de confort et de vitesse. De confort et de vitesse. Ouais. Vous avez donc pris comme destination Tahiti, c'est pas la porte à côté. Comment ça se prépare ce type de voyage? La destination finale, il n'y en a pas puisque le bateau est destiné à errer autour du monde comme Bien. le Hollandais volant. Mais vous êtes parti malgré tout quand même de La Rochelle. On est parti de La Rochelle en plein Covid pour ce bateau-là, pour s'arrêter comme tout le monde aux Canaries, puis après pour aller des Canaries à Saint-Martin. On a réussi quand même à partir de Saint-Martin il y a 1 an et demi, à quitter Saint-Martin pour l'emmener au San Blas, au Panama. Il est resté 6 mois au San Blas où tout le monde a pu utiliser le bateau. Tous les copropriétaires ont pu utiliser le bateau au San Blas. Et puis de Panama, on est parti pour traverser le Pacifique et la première escale où on peut s'arrêter, c'est Papeete. Donc vous l'avez fait quasiment On l'a fait exceptionnellement parce que le bateau aurait pu rester plus longtemps aux Antilles. On l'a fait en 4 escales. 4 escales. Hein. Ouais. Vous étiez combien à bord d'équipage? Alors, le nombre est fluctuant. On est généralement sur ce Dufour 56. On est entre 6 et 8, même pour des grandes traversées, pour traverser le Pacifique. On était 9 pour aller aux Galapagos. Puis il y a eu un relais partiel d'équipage aux Galapagos. Et entre les Galapagos et les Gambiers, nous étions 8 à bord. Stéphane, quel était l'accompagnement que vous avez pu lui fournir ou lui procurer en fait pour faire ce voyage pendant cette régate jusqu'à Tahiti? En fait, alors Richard et ses associés sont quand même tous des marins confirmés. C'est pas leur première expérience. Nous, on est à notre 2e bateau. En fait, il y a un cahier des charges au moment de la commande du bateau qui en fait n'est pas très compliqué. C'est quelques petites modifications. Parfois, ça peut être des aménagements. Donc, si on donne un exemple, pour moi, le meilleur exemple, c'est quand même la salle de bain, parce qu'en fait, c'est un 4 cabines, 4 salles de bain. Mais en fait, on supprime une salle de bain pour faire un atelier pour mettre les outils et du matériel de stockage. C'était une demande spécifique. C'était une demande spécifique de Richard. Donc en fait, nous, au niveau du chantier, on a laissé l'emplacement vide, simplement faire une alimentation électrique. Et Richard, par lui-même et avec ses équipiers, ont finalisé donc cet espace en ajoutant des rangements. Après, le bateau est confié donc à un concessionnaire qui va faire la préparation. En l'occurrence, comme le bateau n'a pas de port d'attache et qu'il est voué à naviguer à travers le monde, le bateau est parti de La Rochelle. Donc le bateau a été préparé chez Catengo, donc la concession à La Rochelle. Vos meilleurs souvenirs en fait lors de cette traversée, vous en avez? Je crois savoir que vous avez peut-être vécu quelques péripéties. Il me semble que la cabine à outils a peut-être été, on va dire, fort utile, c'est ça? Oh, elle est toujours utile, mais on a toujours navigué comme beaucoup de bateaux autour du monde. Il y a beaucoup de bateaux qui conçoivent un atelier, sinon c'est des caisses qu'il faut transporter. Donc c'est pas quelque chose d'unique, mais c'est vrai que chaque fois que quelqu'un vient visiter le bateau, quand il voit l'atelier, il est toujours en admiration devant cet atelier qui nous rend des services importants. Mais chaque jour, il y a des petits événements qui viennent nourrir ce quotidien, enrichir la vie d'équipage.
Et des très grands souvenirs, c'est quand même quand on arrive sur la baie des Vierges, aux Marquises, à Fatouiva. C'est un souvenir inoubliable de ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont inoubliables dans tous ces voyages. Bah, justement, moi j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu, parce qu'on a parlé de la traversée, mais j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu quand même à Tahiti. Comment ça se passe là-bas, comment ça s'est passé? C'était quoi vos plans de navigation? Je crois que vous êtes partis aussi en famille. Enfin, La Polynésie est très grande puisque c'est à peu près la surface de l'Europe et la distance entre Tahiti, Papeete et les Marquises, c'est à peu près Paris-Stockholm. Donc les distances sont très grandes. Et quand on arrive avec l'Alizé, le choix est, si on veut visiter vraiment l'archipel polynésien, le choix se fait nécessairement par une arrivée au Gambier, qui est un archipel très isolé dans le sud-est de la Polynésie, qui est magnifique parce qu'encore très sauvage et très protégé, où la vie, moi j'y suis allé pour la première fois il y a 25 ans, et en 25 ans, la vie n'a pas changé. La seule modification, c'est que maintenant, il y a des bicyclettes électriques. Mais sinon, rien n'a changé au Gambier. Et ça reste aussi une étape peu fréquentée. Il y a une dizaine de bateaux qui viennent de traverser le Pacifique au Gambier. Après, naturellement, l'étape suivante, ce sont les Marquises. Les Marquises, qui sont quelque chose d'inoubliable. En fait, je dis toujours qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont venus aux Marquises pendant leur vie. Très nombreux artistes de toute nationalité, pas que Gauguin et Brel, mais beaucoup d'autres, parce que c'est un endroit magique. C'est un endroit magique. Et puis après, il y a les Tuamotu, c'est tout l'opposé des Marquises. C'est le ciel immense, c'est ces archipels, ces atolls de sable blanc et de mer bleue, où il y a du vent quand même. C'est des atolls qui ont l'air. Mais vous nous avez ramené, en plus d'ailleurs, vous avez la gentillesse de nous mettre à disposition vos images, vous avez fait un superbe film. Effectivement, c'est vrai que quand on regarde comme ça, enfin même on a tous des images comme ça un petit peu de ces endroits là-bas, on imagine mal effectivement des endroits quand même un petit peu sauvages et très rudes quelque part. Hein. La Polynésie reste un endroit très sauvage et surtout immense. Dans l'archipel des Tuamotu, il y a plus d'une centaine d'atolls et il y en a une vingtaine qui sont navigables facilement. Pour un bateau, pour rentrer rentrer dans les atolls, donc il faut qu'il y ait une passe. Alors voilà, c'est la question que j'allais vous poser aussi. Du coup, un voilier comme ça de 56 pieds, c'est quand même pas rien. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde en fait, ce type de bateau? Est-ce que tout le monde peut naviguer avec un bateau de cette taille-là? Je dis toujours que pour apprendre à naviguer, il faut 15 jours, et pour apprendre la mer, il faut 30 ans, et c'est pas suffisant. Donc, oui, la taille du bateau, on s'aperçoit très vite en mer qu'un bateau qui semble si grand quand il est au port, en mer, il paraît si petit. Donc on s'habitue très vite à la taille, et puis les bateaux modernes, maintenant, sont beaucoup plus faciles à manœuvrer que les bateaux anciens. Le bateau précédent que j'avais avait, pour une même longueur à peu près, avait un poids supérieur de 5 tonnes et avait pratiquement le double de surface de voile, et il allait moins vite. C'était un Gypsy 522. Et avec ce fameux Dufour, du coup, est-ce qu'on sent quand même le gap passer énorme. Énorme. On a traversé le Pacifique en faisant 8 ou 9 journées à plus de 200 000 par jour. Quand vous entendez comme ça des récits, là on est vraiment sur du concret, sur un retour d'expérience, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est de la joie et je dirais qu'on vit un peu notre métier passion par l'intermédiaire de gens comme Richard. Parce que voilà, je pense que Richard a découvert la mer et ça fait bien 30 ans qu'il navigue. Et voilà, c'est quelqu'un de pragmatique et ça fait énormément plaisir de rencontrer des gens qui vont loin avec les bateaux. Et finalement, je pense que le plus compliqué, c'est de partir, parce qu'après, une fois qu'on est parti, on ne veut pas forcément revenir. Tout va bien. Mais je peux vous. Richard est venu régulièrement visiter le chantier avec ses associés, et l'histoire de Richard et de ce bateau est connue, y compris dans les ateliers, dans les équipes qui ont fabriqué le 56. Eux, ça les touche de voir des gens qui vont loin avec les bateaux, quoi, qui naviguent, qui utilisent vraiment les bateaux pour faire du grand voyage. Du grand voyage, hein, ouais, qui se fait toujours rêver. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci Richard. Et j'espère qu'on aura en fait suscité des vocations et pourquoi pas inspirer les gens. Je vous engage à regarder la vidéo de Richard parce que c'est poignant et passionnant. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.